aussi la nièce et la fille de la nièce de la femme qui a sauvé mon papa pendant la guerre. Elles sont là parmi nous et elles répondront aussi à vos questions et elles auront leurs réflexions. On va commencer d'abord alors par un petit film que mon mari a fait sur l'histoire de mon père pendant l'Holocauste. Et puis après, on enchaînera avec des réflexions sur son histoire à lui et aussi sur une autre histoire durant l'Holocauste qui est l'histoire de ma grand-mère. Mais on commence là maintenant par le petit film sur mon papa. Pour eux, c'était un énorme danger. Mais qu'est-ce que je peux dire? C'était Mina Shama, il y a des gens qui sont tellement bons. On ne peut pas expliquer comment, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça sort de l'ordinaire. C'était vraiment un danger de vie pour eux. Si la Gestapo ou les SS m'auraient trouvé chez eux, ils allaient directement dans les camps de concentration, à Auschwitz, comme chacun. Bruxelles, Belgique, 1940. L'armée allemande est arrivée à Bruxelles. La jeune famille LR essaie de trouver un endroit où se cacher pour leur fils. C'est pour avoir au péril de leur propre vie tendu une main secourable à une famille juive en détresse, la sauvant de la déportation d'une mort certaine, que l'Institut Yad Vashem a décidé de conférer le titre honorifique de Juste Rupture parmi les nations à Fernand van den Bergen et à titre posthume à Eugène et Maria van den Bergen-Blare. Les distinctions honorifiques du Yad Vashem sont remises à Fernand van den Bergen. J'appelle M. Jacques Heller, venu spécialement de Jérusalem pour l'occasion. Mon nom est Yitzhak Heller, on m'appelait Jacques, on m'appelle Jacques. Je suis né en 1939 à Bruxelles, en Belgique. Mes parents, Zichrono Livracha, sont arrivés de Varsovie en 1920. Une famille pauvre, travaillait dur toutes les années en Belgique. Et en 1940, la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Les nazis, les Allemands sont rentrés en Belgique. Les populations civiles comptent déjà des victimes sous l'acharnement des bombardements aériens. J'avais moins d'un an.
En 1941, les problèmes avec les Juifs ont commencé. J'étais enfant unique. Mes parents avaient peur. Et de bons voisins, une famille catholique, ont proposé à mes parents de me prendre jusqu'à ce que tout se calme. Une semaine avant le décès de Fernande, en présence de la nièce de Fernande et de Jacques Heller, a été inaugurée une pierre en l'honneur de Fernande qui n'a pas pu arriver vu son âge avancé. Il y avait aussi un groupe d'élèves qui était venu en excursion à Jérusalem. Durant la cérémonie, une interview avec Fernande à la télévision belge a été montrée, où elle explique de façon très simple qui a été reconnue juste pourquoi elle a voulu sauver Jacques. Quelle a été votre intervention, madame? Mais je connaissais une famille juive déjà avant la guerre et on était toujours en contact. Mais quand la guerre s'est déclarée, bon, ils sont partis habiter assez loin de Bruxelles, avenue Napoléon. Et là, ils se sont cachés. Et le petit garçon qui est né en 1939, il est resté chez nous. Et je me suis occupée de lui. Et mes parents vivaient encore à l'époque. Mais dans le quartier, nous étions là déjà depuis très longtemps. C'était très risqué ce que vous faisiez. Comment? C'était très risqué. Ben, je ne sais pas. Non, je n'ai pas réfléchi à ça. Parce que d'abord, ce petit, je l'aimais beaucoup. Et puis, c'était naturel, on le trouvait, tout le monde pensait que c'était mon fils. Et je le considère encore comme ça. Le petit Yitzhak se sentait en sûreté chez la famille Vandenbergen et ça aurait pu continuer comme ça jusqu'à la fin de la guerre. Mais les choses ont été différentes. Un voisin qui détestait les Juifs est allé à la Gestapo pour raconter qu'un enfant juif était caché. La situation était vraiment grave. On prenait tous les Juifs de Malines à Auschwitz. Un dimanche après-midi, ma mère est arrivée. Elle voulait me voir. Et c'était très dangereux ce qu'elle a fait. À 5 heures, elle a dit à Fernande, « Je voudrais être avec mon fils au moins une nuit. » La famille Vandenbergen lui a dit que c'est très très dangereux. Il peut y arriver quelque chose dans le tram avec ton fils. Et elle a dit, je veux être avec lui au moins une nuit. Il n'y avait rien à faire, elle était entêtée. Et on est allé dans un petit village en dehors de la ville. La même nuit, la Gestapo est entrée là où j'avais été cachée, chez Fernande, par le toit, avec des fusils en main. Après ce grand miracle où le petit Jacques a été sauvé, les parents et Fernande ont compris qu'il fallait le cacher. Il a été amené par les partisans belges dans un endroit mystérieux. C'était trop dangereux que je retourne chez Fernande et on m'a envoyé dans un autre village, un petit village en Belgique. Je me rappelle avoir regardé par la fenêtre. J'ai vu des animaux
dans le village. ומה שאני זוכר שאכלתי פעם ראשונה, אכלתי ביצה. Et c'est pour la première fois que j'ai mangé un œuf. Anne, אחייניתה של פרננד, Anne, מסכמת la nièce de בטקס Fernand, ביד ושם, את raconte vraiment le miracle de la famille Heller après la guerre. Que Nachman et Jacques, un miracle. Que Nachman et Jacques sont en vie à la fin de la guerre. Ils sont ensemble. Les liens qui unissaient les deux familles, ce n'est plus de l'amitié, ce sont des liens familiaux. Après autant de mois passés à la maison, Jacques appelait ma grand-mère Boubou. Il passait et restait très souvent chez nous. C'est ainsi que lorsque je suis née, j'avais un grand frère. Merveilleux, aimant et terriblement taquin. Chaque semaine, il prend des nouvelles de ma tante, âgée aujourd'hui de 86 ans. Il n'oublie jamais. C'est la première fois qu'enfin nous sommes réunis ici en Israël. Je remercie toute l'équipe de Yad Vashem pour leur travail de recherche. Il est impératif de garder une mémoire vive de cette année atroce. En conclusion, je m'adresse aux jeunes. Soyez vigilants. Gardez à tout instant votre esprit critique et indépendant. Ne vous laissez jamais sans réfléchir aux conséquences. Vous bourrez le crâne d'idées non analysées. Restez vous-même. Personne ne peut vous dicter un chemin que vous n'avez pas envie de suivre. Je remercie tout le monde. Une semaine après cette cérémonie en son honneur, Fernand est décédée. Elle ne s'est jamais mariée, elle n'a jamais eu d'enfant, elle. Jacques Heller, le petit Jacques Heller, a été pour elle toujours son seul fils. Je suis arrivée après son décès. Mais j'ai demandé de la voir. Avant l'enterrement. Je suis arrivée à l'hôpital. Et seulement pour moi, ils ont été d'accord d'ouvrir le cercueil. Et je l'ai vue. Elle dormait. Avec dans ses mains une photo de moi. Et aussi des fleurs que mes enfants lui ont envoyées une semaine plus tôt. C'était dans ses mains. C'est le symbole de toute la relation que nous avions depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Voilà, alors ça c'est l'histoire de mon papa pendant l'Holocauste. Et comme je l'ai dit précédemment, on a, Baruch Hashem, la grande chance d'avoir mes parents qui sont là, d'avoir aussi dans le petit groupe là maintenant Anne, la nièce de Fernande, et Audrey, la fille de Anne. Et je crois qu'on va pouvoir apprendre. Et mon frère est là, ma fille est là, la famille est là aussi pour ce témoignage.
Et ce que je vous propose maintenant, c'est un petit peu de discuter. Celles qui veulent ouvrir leur caméra, vous êtes les bienvenues. De discuter, si vous aurez des questions aussi. Mais je voudrais commencer d'abord à donner la parole à mon cher papa et lui demander un petit peu quelles sont ses réflexions sur cette partie de sa vie et sur l'influence de cette partie de sa vie encore aujourd'hui. Oui. C'est un jour difficile aujourd'hui parce que c'est le jour anniversaire ou de commémoration plutôt de la mort de 6 millions de Juifs qui sont morts, on ne sait pas pourquoi, assassinés, pourchassés, gazés, brûlés. Pourquoi? Parce que Juifs, qu'avons-nous fait pour subir un tel sort? La famille de mes parents, la famille de mon père, de ma mère, ont tous été brûlés à Auschwitz. Et moi, je ne sais pas ce que c'est que des grands-parents. Je n'ai que des photos en noir et blanc de 3 d'entre eux. Mais aujourd'hui, j'ai le droit de respirer librement, de vivre librement, d'avoir une épouse, des enfants, des petits-enfants, une arrière-petite-enfant déjà. Et on vit en Israël, on a quitté la Belgique où je suis né, où j'ai vécu heureusement et où j'ai survécu heureusement grâce à une famille extraordinaire qui est la famille Vandenbergen. J'avais ma mère et j'avais une deuxième mère qui était Fernande. C'est celle qui m'a élevé pendant la guerre, qui m'a considéré ou faire passer comme son fils, avec ses parents, pendant que son frère était prisonnier de guerre comme soldat, prisonnier par les Allemands en Allemagne pendant 5 ans. Et si je suis aujourd'hui en Israël et non plus en Belgique, je dois répondre à une question à laquelle je crois mes enfants, ni mes petits-enfants, ni Anne, ni Audrey n'ont connaissance. Quand j'ai décidé avec Astrid, mon épouse, de partir en Israël, que nos parents et que nos enfants fassent leurs études en Israël, je suis venu chez Fernande. Et je lui ai dit, Fernande, on va partir. Elle a pleuré. Elle a demandé pourquoi? Pourquoi tu pars? Tu es avec moi, pourquoi tu pars? Et j'ai eu des difficultés à répondre parce que mon chez-moi, c'était chez elle aussi. Et en fait, je ne vais pas entrer ici dans énormément de considérations, mais il faut savoir que je suis un être humain, mais je suis un être humain juif aussi. Et j'ai vu défiler à Bruxelles des pancartes dans une manifestation devant la Bourse de Bruxelles avec l'inscription « Mort aux Juifs ». Et ça s'est passé 50 ans, près de 50 ans après la guerre. Je me suis dit, c'est pas possible que ça recommence. Il fallait partir et aller dans le seul pays ouvert aux Juifs, où les Juifs pouvaient vivre librement, c'était Israël, où nous vivons aujourd'hui librement avec toute notre famille. Mais j'ai gardé dans mon cœur chaque pierre de ma ville natale, Bruxelles, et surtout dans mon cœur, après Fernande,
Anne et Audrey, Pierre-Philippe, Jean-Louis qui n'est plus là. C'est ma famille, ils me sont proches. C'est grâce à eux que je suis vivant. Et il faut savoir que ce sont des gens extraordinaires, simples. C'était des gens simples, mais des anges. Le cœur sur la main, qui ont risqué leur vie. Pour qui? Pour nous. Et si Anne et Audrey m'entendent maintenant, je veux leur dire que autant je suis avec eux et chez eux, autant elles sont chez nous à la maison. Elles ont 2 foyers, un deuxième chez nous aussi. C'est le retournement, c'est ça la vie. Et tout ce que j'espère, c'est que pour les années qui nous restent, nous soyons proches les uns des autres, que mes enfants le sachent, mes petits-enfants le sachent, et n'oublient jamais, et que le monde sache qu'il y avait des justes, et que ces justes nous regardent probablement d'en haut, avec autant d'amour, l'amour qu'ils nous ont donné. Voilà ce que je voulais dire comme entrée. Merci beaucoup, papa. Est-ce que, d'abord, je vais juste donner comme ça un petit peu une présentation pour ceux qui se sont joints à nous ici sur le groupe et sur le Facebook. On a vu donc le film sur le sauvetage, je dirais, de mon papa pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était sauvé par une famille catholique de Belgique. Et on a l'honneur d'avoir les représentants de la famille, qui sont notre famille, Anne et Audrey. D'abord les filles, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu demander? On vous écoute. Alors j'aimerais bien, peut-être Anne, je suis vraiment émue que tu es là. C'est un énorme honneur pour nous. Je voudrais entendre ta réflexion. Tout de suite. Attends, on va enlever que tu puisses le micro. Ils ont vu le film ou pas encore? Oui. Oui. Il faut décrocher. Anne, je voudrais entendre un petit peu ta réflexion. Tu m'entends là, Talia? Oui, tout le monde t'entend. Ok. Bah, écoute, moi, j'ai rien à dire de spécial, sauf que, bon, évidemment, ton papa, je l'adore, hein, évidemment. Et puis, bon, ce que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, c'est que j'ai eu des grands-parents qui étaient en fait, pour moi, des grands-parents, mais vraiment extraordinaires. Parce que quand je suis née, la maman de Jacques et son papa, c'était comme si, je ne peux pas vous expliquer, mais j'étais leur Dieu, quoi. Il n'y avait pas d'autre mot. Et je me souviens d'eux comme, voilà, comme s'ils étaient à côté de moi, tout le temps. Évidemment, toi, Jacques, c'est terrible, hein, parce qu'un grand frère comme toi, c'était extraordinaire. Je crois que vraiment, bon, toi, tu as eu beaucoup de chance d'avoir ma reine et mes grands-parents. Et ben voilà, moi j'ai eu cette chance de t'avoir toi, d'avoir tes parents. Et c'est une belle fin, quoi. C'est une magnifique fin, parce que maintenant, c'est la famille, hein. Voilà. Comment est-ce que toi, tu vois, je veux dire, cette grandeur, comment toi tu vois ça, cette grandeur de Fernande qui était, si je ne me trompe pas, enfin, je sais, elle était célibataire à ce moment-là, elle a été prête à ce que les gens pensent que papa était un enfant qu'elle avait eu comme ça, donc elle était peut-être même, à la rigueur, même une femme légère. Elle a été prête à faire ça, à se mettre en danger. Et en fait, Talia, quand tes grands-parents ont annoncé qu'ils attendaient un bébé, évidemment, mes grands-parents étaient quand même assez effrayés en entendant tout ce qui se passait avec l'Allemagne nazie. Et donc,
quand Jacques est arrivé, je ne sais pas si tu te souviens, mais bon, au magasin, il y avait un couloir et ce couloir était loué par tes grands-parents pour vendre ce qu'ils avaient à vendre. Et mes grands-parents n'ont jamais voulu que le petit Jacques reste dans le froid, ce qui était tout à fait normal. Enfin, j'aurais fait la même chose. Et donc, ils ont rentré, pour commencer, ils ont rentré le landau, et puis ils ont rentré la maman, et puis ils ont rentré le papa, hein, évidemment. Et comme ils s'entendaient très, très bien ensemble, ben, voilà, ma reine qui adorait le Jacques, elle aurait fait n'importe quoi pour lui. Et c'était, je pense, tout à fait normal. Ce qu'elle a fait, c'était de se faire passer comme fille-mère. Hein. Voilà. Donc, tu continues la descendance de Fernande et pour toi, c'est la chose la plus naturelle de se mettre en danger, de risquer même d'arriver à Auschwitz. Mais écoute, je pense qu'il n'y pensait pas. Voilà, comme ma reine, elle l'a dit, voilà, elle n'y pensait pas et je pense vraiment que elle a fait parce que c'était devant elle et qu'elle devait le faire et que voilà, un point c'est tout et que ben, on ferait la même chose. Je ne peux pas te dire autrement. Quand je parle avec Audrey, je lui dis toujours, enfin chérie, c'est la même chose quoi. Elle me dit oui, c'est la même chose, je ferai la même chose aussi. Donc, tu vois, comme tu disais, il y a les jeunes, et bien nous, on a les jeunes comme ça, et voilà. Mais je voudrais que c'est important pour nous que tu saches que autant pour toi, c'est quelque chose qui est comme ça, tellement naturel, ça l'était pour Fernande, ça l'est pour toi, ça l'est pour Audrey, et c'est en effet quelque chose que vous devez avoir dans vos gènes. Autant pour moi, quand je regarde ça de l'extérieur et que je vois ce que vous avez fait, eh ben, ça me paraît pas la chose, ça me paraît extraordinaire, ça me paraît... comment dit-vous je demande à mon mari. Pour moi, c'est quelque chose d'héroïque. C'est un courage énorme d'être autant dans la peur, puisque je présume que tout le monde était comme ça, dans la peur et dans une angoisse terrible vis-à-vis de ce qui se passait, et de prendre un risque tellement grand. Mais ce n'est pas quelque chose qui va de soi quand on regarde ça de l'extérieur, et c'est extraordinaire. Tu vois, Talia, il y avait aussi mon papa qui était dans les camps, enfin, il n'était pas dans les camps, mais il était prisonnier en Allemagne, bien près de la Pologne. Et j'ai même pas l'impression qu'ils ont pensé à mon papa parce que s'ils avaient été pris, si la Gestapo les avait pris, le jour où Jacques est parti avec sa maman et où la Gestapo est rentrée chez nous, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver. Mais ils auraient tous été envoyés dans un camp de concentration. Je pense que, mais ils n'y pensaient pas. Et je pense que il y avait une bonne étoile au-dessus de la maison. Voilà, il y avait une mauvaise étoile à côté parce qu'il y a eu quelqu'un qui a dénoncé, qui est scandaleux. J'espère qu'il brûle en enfer, franchement. Mais bon, au-dessus de notre maison, ben, il y avait certainement une étoile et voilà, ils s'en sont tous sortis. C'est extraordinaire parce que on avait quand même énormément de contacts tout autour. Il faut dire quand même qu'il y avait la ferme Blaret, donc la ferme de ma grand-mère, qui servait quand même de ravitaillement. Parce que donc Fernande, comme vous l'appelez, Fernande partait à vélo 2 ou 3 fois par semaine. Elle allait chercher à la ferme ce qu'il fallait pour tout le monde et en plus un petit peu pour Jacques. Tu vois? Et on avait aussi une femme de ménage qui travaillait à la maison, mais qui travaillait aussi à la commune. Et elle, le soir, quand elle travaillait, elle regardait dans le registre et elle voyait s'il y avait une descente de Gestapo, de soldats allemands, et elle venait prévenir en mettant quelque chose dans la boîte aux lettres. Je ne sais pas exactement comment ils faisaient, mais c'était comme ça. C'était comme ça que ça se passait. Et tu vois, si on n'avait pas eu tout ce réseau autour d'eux, quoi, hein, ben, évidemment, ça n'aurait pas pu se faire. Donc, il faut vraiment remercier tous ces gens. Voilà. C'est sûr. Maintenant, je voudrais poser une petite question aussi à Audrey, qui est là. Audrey, tu peux enlever le microphone là, pour qu'on puisse t'entendre aussi. Audrey, tu es enseignante. Oui. Si je ne me trompe pas, tu enseignes. Oui, on t'entend. Ça me fait plaisir que tu es là. Je suis très émue aussi. Donc Audrey, c'est la fille de Anne. Et de la même façon, je crois que Anne, elle a grandi sur les genoux de mon papa. Ben, Audrey, elle a grandi un petit peu sur mes genoux. En tout cas, ça, je m'en rappelle.
Et aujourd'hui, tu es enseignante. Et je sais que, je ne sais pas si tu le fais une fois par an, mais tu le fais régulièrement, où tu fais vraiment, tu parles aux enfants et tu leur expliques un petit peu sur l'Holocauste. Je crois que tu leur montres aussi le film de papa. Eh ben, j'aimerais bien entendre aussi qu'est-ce que tu nous dis. Comment est-ce que ces jeunes qui vivent aujourd'hui et qui sont au niveau du nombre d'années déjà assez détachés de l'Holocauste, qu'est-ce qu'ils ressentent, comment est-ce qu'ils voient ça? Écoute, la première chose qui est importante, c'est le devoir de mémoire. Donc, le fait de partager chaque année le film de Jacques, parce que je le passe chaque année, étant donné que je donne cours de... C'est dans le cadre du cours de néerlandais, ça n'a peut-être rien à voir avec le cours de néerlandais, mais en tout cas, je le raccroche à mon cours de néerlandais. Et donc, je montre chaque année en 6e primaire, donc ce sont des enfants qui ont entre 11 et 12 ans, le film de Jacques. Et de ce fait-là, ça permet à ces enfants de prendre conscience via une personne qui est encore en vie, parce que je fais souvent des face live avec ton papa qui répond, ou alors il est même déjà venu, une ou deux fois à l'école, de mettre un visage sur quelque chose, ou sur quelqu'un qui a vécu tout ça. Et c'est important parce que ces enfants ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé. Ils n'en ont encore aucune conscience. Et ça fait partie de notre devoir de mémoire de pouvoir raccrocher ça à eux, de façon à ce qu'eux puissent retransmettre ça. Et tu vois, dans la vidéo, maman dit qu'aucun jeune ne doit se laisser influencer et doit avoir sa propre conscience. Eh bien, le fait de les conscientiser peuvent leur permettre de se forger un avis qui est beaucoup plus construit que si on leur balançait des images qui n'ont aucune histoire finalement pour eux. Et donc, après leur avoir montré le film de Jacques, je vais avec eux jusqu'à la maison d'Anne Frank à Amsterdam, toujours dans le cadre du cours de néerlandais. Et de là, on va aussi au fort de Brendonk, ici en Belgique. Et donc, c'est un travail qui est porté sur une année, finalement, et qui, j'espère, c'est chaque fois une petite graine que je plante auprès de mes élèves, quoi. Et est-ce que tu entends, est-ce qu'il y a des questions particulières qui reviennent, des réflexions, des émotions particulières? Toujours la peur, toujours cette peur de ce que Lala a fait. Et j'ai beau leur dire, mais Lala, tu vois, Lala c'est Fernande, hein, donc pour nous c'est Lala, qu'elle ne ressentait pas cette peur et qu'il ne faut pas agir avec la peur ou contre la peur, il faut faire avec son cœur. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand tu dis la peur, c'est la peur de quoi? La peur d'être pris, la peur de ne pas savoir... Oui, enfin, c'est cette peur de mourir finalement. Oui, et qu'on voit qui est très impressionnante, comme ta maman aussi, elle en parle, il n'y a pas du tout cette peur. Non, je n'ai jamais été élevée dans la crainte que Lala ait eue au moment de ces événements. C'est vraiment pas ça qu'elle nous a transmis, que du contraire. Pour elle, c'était tellement naturel que, ben voilà, on a, si tu veux, on ressent cette non-peur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens au sein de la jeunesse, est-ce qu'il y a une peur de quelque chose qui pourrait revenir? Est-ce qu'il y a une volonté de faire, de construire le monde autrement pour que les choses ne reviennent pas? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une réflexion à ce niveau-là? Ça, je pense que mes élèves sont encore un peu trop jeunes pour ça. Ouais. Ça, je pense que moi, c'est juste la petite graine. Je ne vois pas encore les racines ni l'arbre sortir de terre. Petit à petit. Oui, c'est vraiment... voilà. Moi, je ne suis que... Je ne suis qu'au départ. Je peux pas aller plus loin. Ouais, ouais. J'aurais des élèves plus âgés, peut-être que je pourrais le faire, mais ici, ils sont trop jeunes pour ça. Oui. Les filles, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions? Amos, est-ce que tu as peut-être... il y a mon frère là qui est là aussi. Est-ce que tu as aussi peut-être une réflexion? Il n'est pas là? Il n'est pas là? Il est là. Ah. Ok, alors on va continuer pour la suite. Alors comme je vous ai dit, l'histoire de mon papa, c'est une face de l'Holocauste, de la Shoah.
Et nous, en tant qu'enfants, on a grandi avec une deuxième face, avec une autre histoire qui était très différente, qui était, je dirais, une histoire peut-être plus dure aussi sur la Shoah. Et c'est l'histoire de ma grand-mère, Sonia Rothschild Zechona Livracha. Et là, je voudrais que ma maman, elle vous présente un petit peu son histoire. Comment elle, en fait, ma grand-mère, elle est décédée il y a 4 ans. Elle est survivante de Auschwitz. Elle a passé 3 ans à Auschwitz. Il y a très peu de personnes qui avaient le numéro qu'elle avait sur la main parce qu'elle avait un numéro des débutants de Auschwitz et elle y est restée jusqu'à la fin et Baruch Hashem, elle s'en est sortie. Et ma maman est née 2 ans à peine après l'Holocauste, après la Shoah. Et ce n'est pas évident de grandir à l'ombre de la Shoah qui était encore tellement fraîche. Alors, je voudrais qu'on écoute un petit peu son témoignage. Voilà, maman. Alors voilà, je m'appelle Astrid en français, Esther Malka en hébreu, et je suis née au mois d'août 1946. De ma maman qui est sortie des camps et de mon papa qui a été un enfant caché durant la guerre en Belgique. Une histoire plus ou moins similaire à celle de Jacques, de mon mari, par une famille non juive qui a hébergé lui, ses parents et son frère. Alors, je suis la maman d'Ethan, de Talia, ici présente, d'Amos. Et la grand-mère. Et la grand-mère de Moria, qui est ici quelque part avec notre arrière-petite-fille Shira. Et de 14 autres grand-mères, de 14 autres petits-enfants. Alors en fait, grandir à l'ombre de la Shoah, pour moi, signifiait grandir dans le silence et grandir à l'ombre de ma maman. Parce que elle a eu très difficile à se remettre de son parcours de jeune fille, d'adolescente dans les camps. Toute sa vie, pour moi, a été un silence. Tout ce que j'ai pu apprendre de la Shoah, j'ai dû l'apprendre par moi-même, par mes lectures, par des films. Et je devais faire très attention pour que ses yeux ne se posent pas sur les livres que je lisais, parce que sinon, c'était des nuits de cauchemars qui allaient s'en suivre. Et en fait, elle a gardé le silence durant toute sa vie. Elle n'a jamais voulu raconter ce qui lui est arrivé, parce qu'elle ne pouvait pas le dire, c'était indicible. L'avilissement de l'être humain, la honte que cet avilissement provoque était quelque chose qui était au-delà de tout ce qui pouvait être raconté, exprimé. Et comme beaucoup d'autres survivants de la Shoah, elle n'a pas raconté son histoire. Et il y a beaucoup de survivants de la Shoah qui s'en vont avec leurs secrets, avec leur vécu. Et elle a vécu en partie dans sa vie avec la honte d'avoir survécu à sa famille, d'avoir laissé tous ses proches, tous ses chers derrière elle. Et pour moi, ça a été quelque chose de très dur, parce que j'avais le sentiment qu'en tant qu'enfant, j'étais enfant unique, j'étais quand même là. Elle a pu fonder un foyer avec mon papa, et puis je suis née, j'étais là.
Mais cette douleur, cette blessure, cette plaie était tellement ancrée en elle que j'ai pas pu tout compenser. Et c'est quelque chose qui a été très dur pour moi à vivre. Je pense que Ethan, qui est notre fils aîné et qui a eu un contact très proche avec elle, a essayé à de multiples reprises de la questionner, de la filmer. Mais ça a été toujours très, très, très difficile. Alors, mon sentiment est, oui, la Shoah, je la connais à ma manière. Je l'ai vécue à ma manière. C'est quelque chose que j'ai vécu dans mon cœur, dans mon âme. Et à l'heure actuelle, je dois dire que je suis contente d'être ici, en Israël, entourée de tous les enfants et les petits-enfants et de notre petite Shira. Et de pouvoir savoir qu'ici, on n'oubliera jamais. On n'oubliera jamais ce qui s'est passé. Et je crois que ça, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup, maman. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions parmi vous? Amos, je ne sais pas si tu es en ligne maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Alors, pour conclure, je crois j'aurais mis comme titre maintenant, alors peut-être grandir à l'ombre de la Shoah au travers des générations. Et pour conclure, je vais peut-être vous dire comment moi j'ai vécu cette relation avec ma grand-mère. L'histoire de mon papa, ben, je l'ai vécu, on l'a vécu, comme on dirait, dans la joie. J'avais une grand-mère en plus, parce que Fernande, c'était comme une grand-mère pour nous. On allait souvent lui rendre visite les dimanches quand on a quitté la Belgique pour venir en Israël. Et ben, on est allé chez les grands-parents, on est allé aussi chez Fernande, bien entendu. Et quand on revenait pour les vacances, on venait toujours aussi lui dire bonjour. Ça a été une grand-mère en plus auquel on a eu droit et toute une famille en plus qui s'est raccrochée à notre famille. Et puis alors, il y a aussi comment grandir avec une grand-mère qui a passé 3 ans à Auschwitz. Alors, je vous lis un petit peu mes ressentiments. C'était il y a 3 ans, dans le salon de papa et maman. On venait de revenir du cimetière. Mes sentiments étaient partagés. D'un côté, la difficulté de la séparation avec un être si cher, si dominant. Et puis aussi ce soulagement. La fin de la souffrance, le paradis, enfin, tant mérité. Sonia Rothschild, née en 1925 à Lomja, d'une famille un peu traditionnelle, très aisée. Peu avait cette chance d'étudier au fameux gymnasium de Bialystok. Soudain, le coup de tonnerre, la bête humaine. Je me souviens de ce fameux soir du Seder de Pessah. Nous étions tous réunis autour de la table de fête, mes frères, papa, maman, papy et toi. Pour la première fois, tu as parlé. Tu as parlé de ces jours qui ont précédé Auschwitz. Le décès subit de ton père, la fuite de la maison, la forêt, les aboiements de chiens, la capture, le train. Auschwitz, toi à droite, ta maman adorée et tes frères à gauche. Le numéro 29547, je le connais par cœur. Et puis le silence. Pas une phrase sur ces 3 années de cauchemar, sur la marche de la mort, le silence. Tu as repris l'histoire, la libération par les Américains, le train, l'arrivée au quai de la gare de Bruxelles, cette vieille femme de la communauté juive qui t'a prise et hébergée. Le silence. Et puis soudain, tu as crié. Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas prise aussi? J'étais choquée. Il y avait une atmosphère de fête. Nous étions tous assis, ta descendance, tes enfants, petits-enfants. Et c'est ça que tu as crié. Jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à tes 94 ans, tu es restée une rescapée d'Auschwitz.
tes cauchemars, ton refus de jeter quoi que ce soit à la poubelle, de mettre un pied en Allemagne ou en Pologne. Mais une chose, ils n'ont pas réussi à t'enlever. Ta neshama, ton âme, ton choix de vivre. Ubacharta bachaim. Je me souviens de cet après-midi, le lendemain de Mesheva Brachot, on revenait du cimetière, après s'être séparés de papy. Vous étiez venu pour notre mariage. J'étais seule avec toi dans ta chambre. J'avais peur de te regarder. Après 50 ans de complicité extraordinaire et d'amour profond avec papy. Après la joie d'assister au mariage de ta première petite fille. Il est parti. Je n'osais pas te parler. Soudain, tu t'es levé et tu m'as dit « Dans quelques minutes, Shabbat, il faut se maquiller. » Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit « Taliele, jamais ne se laisser aller, jamais, toujours aller de l'avant. » C'était aussi ta réponse le premier Shabbat où tu as fait ton Aliyah, quand mon frère, la veille de son mariage, t'a demandé « Comment tu te sens, mamie? Tu viens de quitter un pays où tu as vécu pendant 60 ans. » Et ta réponse, ce signe de la main qui te ressemble tellement et qui dit « Ce qu'il y a eu, il y a eu. Maintenant, devant. » Et là, dans le salon, au retour du cimetière, je regarde les photos éparpillées sur la table et je m'arrête devant cette photo si douce. Tu es en tailleur avec un bouquet de fleurs, papy à tes côtés. Vous souriez tous les deux. C'est votre mariage. Je retourne la photo et je me mets à trembler. Septembre 1945. Ce n'est pas possible. C'est juste 4 mois après la libération, 4 mois après l'enfer. Je te regarde dans les yeux et à nouveau, je vois cette lueur de « et tu choisiras la vie ». Ne jamais se laisser aller, Taliele. Regarde devant, avance. Et ça, c'est le message de quelqu'un qui a vécu l'enfer dans ce monde. Croire en l'avenir, croire au futur, construire, aller de l'avant, ne pas s'arrêter, ne pas regarder en arrière. Et c'est peut-être mon message à moi aussi pour vous. Mamie a des petits-enfants, beaucoup d'arrière-petits-enfants, et déjà une arrière-arrière-petite-fille, Kenirbu, grâce à cette vision. Chaque naissance était pour elle une victoire. Souvent, elle nous regardait et disait « Tout cela d'une seule personne ». Aujourd'hui, c'est un jour où on doit pleurer sur cette vision à laquelle on n'est pas encore tout à fait arrivé et qui nous manque tellement, la vérité, la clairvoyance, le droit chemin, la bonté, la présence divine, le Beth Amikdash. Mais en ayant des Ga'agouim, on arrivera à créer cette vérité dans ce monde et à préparer le terrain pour la venue du Mashiach Bimera Beyameinu. Amen. Voilà, ça c'était mon témoignage à moi. La façon dont moi j'ai vécu ma grand-mère, j'ai vécu l'histoire de ma grand-mère, mais je crois que surtout j'ai vécu, comme parlait Audrey, la racine, c'est cette racine qu'elle nous a donnée et qui nous a permis de construire sur ces cendres-là. Parce que sur toutes ces cendres desquelles on pleure aujourd'hui, on construit. Et on construit des beaux arbres et des arbres fruitiers. Et c'est aussi beaucoup grâce à des familles comme la famille Van den Bergen, à qui, maman, je rends vraiment un grand hommage aussi aujourd'hui. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a une question, une réflexion? Alors voilà, on arrête donc ce témoignage ici. Merci à tous d'avoir été avec nous. Et on continue, on va de l'avant pour construire encore et encore. Merci Audrey et Anne de nous avoir rejoints parce que c'est un moment exceptionnel. Et on vous embrasse très, très fort. Au revoir à tous. On vous embrasse. Merci beaucoup. Bye bye.